Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du lundi 17 octobre 2022. On se retrouve avec un BTC à 19 245, quasi à l'équilibre, légèrement en positif ce lundi matin. Ethereum qui repasse au-dessus de la barre des 1300 $ à plus de 2% sur les dernières 24 heures. Et globalement, on voit que ce top 50 est en train de suivre. On a plus 1, plus 2. On a toujours ce Quant 22e place qui est en train de continuer de pousser. Pas loin des 3 milliards de capitalisation, plus 100% sur le mois en cours. Donc là, comme je vous ai dit dans la dernière émission, faites attention à vous puisque c'est plus le moment de courir après ce genre de train. Après, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'aviez spéculé ou si vous êtes investisseur pour du long terme sur ce genre de projet. Je remonte jusqu'au top 50 donc pour constater que en bas de ce dernier, on a plus 5% sur les dernières 24 heures pour AAV à la 40e place autour de 77 $. Toujours 1 milliard et des brouettes de capitalisation. On a plus 6,63 pour le token LDO de Lido 1,42 et enfin en bas de ce top 50 Maker plus 4% et on recule de moins 4% pour le UOB token. Du côté du 4 heures, toujours pareil, latéralisation. Je ne sais pas comment le Bitcoin arrive à tenir dans un range aussi resserré désormais sans une volatilité qui a déjà explosé. Est-ce que ça va être sur cette semaine? En tout cas, j'ai regardé bon nombre de vidéos récemment, notamment de personnes qui font du on-chain, de personnes aux États-Unis qui sont plutôt sérieuses et tout ça. Pas de compte à sensationnalisme ou voilà, des personnes assez pondérées. Tout le monde a l'air assez d'accord pour dire qu'on est à l'aube effectivement d'un mouvement d'ampleur. Est-ce qu'on va partir au nord et prendre tout le monde par surprise sur cette fin d'année 2022 pour avoir un énorme short squeeze et un rallye qui nous conduirait entre 25 et 28 000 $ peut-être, ou est-ce qu'on part à la cave? C'est le scénario qui a l'air le plus privilégié puisque nous sommes malgré tout au court et moyen terme dans une downtrend, c'est-à-dire que le cours depuis plusieurs mois voire trimestres désormais ne fait que baisser petit à petit, doucement mais sûrement, ce qui pourrait là aussi se traduire un peu sur un mouvement de type fin 2018 comme on l'avait vu avec ce décrochage de 6 500 $ vers les 3000. On n'est pas obligé de faire exactement pareil en termes d'amplitude, mais c'est vrai que si on franchit les 18 000 avec des cascades de liquidation qui se déclenchent à la baisse, ça risque de piquer derrière. Malgré tout, je me pose la question de s'il y a suffisamment encore de personnes à liquider à la baisse alors que petit à petit, tous les shorters tardifs peuvent se faire punir lorsqu'on initiera un short squeeze. Voilà, je me pose la question et notamment quand je vois les histogrammes récents, on n'a pas tant que ça de longues qui viennent se faire liquider quand il y a un peu comme ça des mouvements erratiques. Crypto Fear and Greed toujours à 20 dans l'extreme peur, donc zone de réaccumulation long terme, un morceau choisi j'ai envie de dire, et les ordres de marché ce matin entre neutralité et recherche de vente, 8h45 que j'enregistre l'émission. Je vous recommande du côté des infos donc la mini-série du côté de Netflix, c'est GameStop, les geeks défient Wall Street et donc c'était au sujet de l'affaire GME GameStop avec tous les petits porteurs, les petits particuliers et notamment via l'application Robinhood qui sont venus tout simplement mettre un grand coup dans les parties des grandes entités et de Wall Street. Donc on y retrouve tout le vocabulaire que nous utilisons, un peu l'argot des cryptos. J'ai trouvé ça plutôt cool et ça n'était pas sans rappeler effectivement tout ce qui s'est passé du côté des cryptos en tant que tel avec Doge ou Shiba, avec pour dénominateur commun comme d'habitude Elon Musk qui se retrouvait au milieu à la fois dans GME et dans les affaires des cryptos. Grayscale donc qui continue de se poser les questions autour du GBTC puisqu'il trade à un record discount de moins 36,7, ce qui fait qu'actuellement si vous achetez des shares Grayscale, le GBTC, vous payez votre Bitcoin pas loin de moins 40% supplémentaire, donc c'est complètement fou pour le coup. Je ne sais pas jusqu'où ça peut aller. Est-ce que c'est de l'argent qui va être bloqué derrière ou est-ce que enfin la SEC va leur donner tout simplement le feu vert pour le convertir en Bitcoin ETF au spot, ce qui derrière là pour le coup engendrerait normalement d'énormes achats je suppose. Voilà, c'est là tout le syndrome un peu de Grayscale et du GBTC et c'est un sujet suffisamment sérieux parce que déjà d'un ils en possèdent des quantités assez astronomiques, mais deuxièmement Pourquoi les institutions iraient se faire chier à acheter du Bitcoin à plus 36,7 de ce qu'on leur offre sur Grayscale s'ils croient que plus tard justement ils pourront profiter au spot de ce delta, de cette différence? En tout cas la question se pose. The Block qui met en avant que la France d'un point de vue régulatoire vient d'approuver la troisième plus grande banque et il s'agit de la Société Générale qui a été approuvée tout simplement via son prestataire Forge pour opérer au niveau des crypto-monnaies. Donc essentiellement ça
ça sera plutôt du côté custody, c'est-à-dire de la garde du dépôt. Il va falloir bien évidemment passer des KYC très poussés, je suppose, et ça ne sera que a priori dans un premier temps pour des portefeuilles assez conséquents, et vous pourrez donc le mettre en garde, le vendre et trader directement. Sachant que ici, de la manière dont c'est présenté, j'ai pas la sensation qu'on puisse en acheter directement. Donc ça ne se présente pas comme un broker pour autant. La Société Générale, peut-être que dans 5 ans ou 10 ans, ils auront une branche dédiée aux cryptos et on pourra s'en servir comme d'un Binance en France et rentrer-sortir sur ses comptes privés sans avoir systématiquement à passer un contrôle fiscal ou une fouille. Enfin voilà, je vais pas dire le mot, vous avez compris. Mais c'est vrai que là, en ce moment, il y a petit à petit un shift qui est en train de s'opérer. On a un virage d'un point de vue de la régulation et d'un point de vue de la perception aussi, tant d'un point de vue bancaire que d'un point de vue du grand public. Et là, ils ont toutes les autorisations qui viennent consécutivement à d'autres compagnies, mais comme Crypto.com, Binance et on va dire celles qui sont vraiment le fleuron de la crypto à ce jour, au niveau du centralisé en tout cas. C'est vrai que de voir la Société Générale quand même se positionner là-dessus, et pour rappel, ils ont bien d'autres entités, ils ont aussi la branche d'affaires, ils ont la branche de Boursorama qui cartonne depuis des années, puisque là aussi, il y a beaucoup de personnes sur Twitter, encore récemment de nouveau, qui font des posts à drama pour dire le reflink, c'est-à-dire l'affiliation, que c'est le diable dans la crypto, qu'il ne faudrait surtout pas faire de contenu avec des reflinks, que les créateurs de contenu ou les influenceurs entre guillemets sont là juste pour vendre du reflink, mais l'affiliation, ça fonctionne depuis toujours et ça fonctionne depuis tous les temps et c'est typiquement ce sur quoi ont fonctionné et surfé Boursorama. Vous parrainiez quelqu'un de votre famille, de votre entourage, ou même il y a des gens qui se mettaient sur des forums pour quasiment faire que ça à temps plein et c'était un véritable complément de revenus pour le coup, puisque on était à 150, 180 euros, parfois 200, 250 euros. Et je le sais puisque je l'ai fait moi-même à l'époque où je travaillais, que j'étais encore au SMIC et que globalement, voilà, c'était la grosse galère. Donc 150 euros juste en parrainant quelqu'un pour s'inscrire à Boursorama, tu craches clairement pas dessus. Donc à partir du moment où on pousse comme ça une plateforme, et là je fais un tout petit aparté parce que c'est quelque chose qui au quotidien, ça au bout d'un moment ça ronge littéralement tout le monde sur Twitter en particulier, puisque ça a l'air d'être là que vraiment tout se passe, et c'est vrai que le simple fait comme ça de présenter une plateforme et d'avoir un lien d'affiliation, ça revient exactement à la même suggestion que Boursorama quand tu es utilisateur et que tu dis à ton entourage, ben voilà, moi je l'ai utilisé, au début j'ai bénéficié aussi de ce bonus, tu peux tester, si jamais t'aimes pas, tu peux toujours en sortir. C'est exactement pareil du côté des cryptos. Après, tant qu'on rentre pas dans le truc abusif, et comme d'habitude, tout est une question aussi de proportion. Je ne crois pas avoir vu, en tout cas dans les personnes qui font de la création de contenu sérieuse en France, des personnes qui viennent vous dire « Ah oui, là, il faut absolument que tu achètes ça. Là, ce truc, ça va faire x100 demain. Là, il y aura ce truc, la crypto-pépite, c'est sûr, ça va décoller alors qu'il y a à peine 10 000 $ de market cap ou de volume au quotidien. » En France, on est plutôt bien loti de ce côté-là et c'est pour ça que je trouve ça complètement désolant quand je passe quelques fils Twitter et que je vois encore des gens se faire insulter alors qu'au quotidien, ils sont là avec leur communauté et que oui, c'est le business model d'avoir des liens d'affiliation pour essayer d'avoir un retour derrière. Et comme l'ont décrit à très juste titre certaines personnes, en général, c'est un bonus qui va à la fois à la personne qui rentre et un bonus à la fois à la personne qui l'a présenté, ce qui semble plutôt logique. Bref, je referme ma grande parenthèse puisque de bon matin, je pourrais en parler pendant des heures tellement au bout d'un moment, c'est en train de gaver littéralement tout le monde. Et tous ceux qui tout simplement s'attaquent comme ça aux personnes qui font de l'affiliation, à ce moment-là, vivez littéralement dans une caverne, dans une cave ou que sais-je, puisque même quand vous marchez dans la rue, vous êtes en permanence bombardé comme ça de publicité. Et je peux comprendre au bout d'un moment qu'il y a un ras-le-bol autour de la publicité, mais quand nous, on propose un contenu, que ça soit sur YouTube ou Twitter ou ailleurs, on a la possibilité effectivement de monétiser comme ça et de mettre un lien d'affiliation. C'est à mon sens, à ce jour, en tout cas, je vais parler pour moi et pas pour les autres, ma seule source de revenus par rapport à ma chaîne. J'ai aussi les pubs du côté de YouTube, mais si je ne faisais pas de sponsoring et que je n'avais pas de lien d'affiliation, mon activité, elle rapporterait 0 aujourd'hui. C'est quelque chose à prendre en considération pour les personnes qui sont exaspérées par ce pan-là de l'activité, et c'est aussi, il faut bien le comprendre, le gagne-pain de la majorité, 90% facile, de l'écosystème crypto français ou ailleurs. Et comme je viens de le dire,
dire, en France, on est vraiment très loin d'être les plus mal lotis. Tout est fait le plus carré possible la plupart du temps. Dès qu'il y a quelqu'un qui sort un peu du bois ou du rail, justement, tu as toute la communauté qui lui tombe dessus immédiatement pour dire que voilà, c'était la faute ultime, même quand c'est des petits détails et tout ça, pour pinailler. Donc on a une communauté qui est très exigeante pour le coup en France, et c'est ce qui me fait dire que pour le coup, d'avoir des banques comme ça qui sont en train d'arriver dans le bail, eh bien on a effectivement un shift qui est en train de se faire, et je suis curieux de voir pour la suite ce que ça donnera, puisque ça devrait permettre aussi de rétablir peut-être le dialogue entre les particuliers et les banques pour qui ça a été très compliqué jusqu'ici en France. On avait Kingfisher qui mettait donc les zones de liquidation ici directement avec un volume profile, et donc on voit qu'autour de 20 000, on a une grosse zone de travail, ça avait bloqué littéralement le cours, et derrière en bas on a des petits clusters, on a 19, on a 18 750, et ensuite on en a plusieurs autour de 18 à 18 250. Le marché des montres qui est en train de s'effondrer, les montres de luxe entre guillemets, puisque on est passé d'un ratio ici, et c'était Bitcoin qui mettait ça en avant, c'est un index qui était à hauteur de 56 000 $ et on est descendu à 42 000, ce qui fait une purge qui est assez conséquente, mais pour les personnes qui ont investi dans des montres comme ça quelques années en arrière ou au cours des dernières années, mis à part comme d'habitude ceux qui ont payé le top, eh bien ça devrait pas si mal se passer pour des montres, quand on sait les choisir, prennent pas mal de valeur au travers du temps. Cryptost qui nous reparlait de Mongo, donc avec le hack qui s'était déroulé sur la blockchain Solana, 114 millions de $. La DAO a fait passer un vote qui visait à laisser 47 millions de $ au hacker si celui-ci acceptait d'en retourner 67 millions. Et je crois avoir vu passer ce matin, donc consécutivement à ça, que ça a été accepté et qu'il aurait bel et bien rendu, ou qu'il serait en train de le faire, les fameux 67 millions, et qu'il va se conserver pas loin de 50 millions. Alors là aussi, il y a des personnes qui commentaient comme d'habitude en disant mais il aurait dû tout garder, ou alors il aurait dû aller en prison et on aurait dû tout lui reprendre, etc. Donc personnellement j'ai pas du tout d'avis là-dessus. Par contre c'est énorme la somme qu'ils lui ont laissée sur 114 millions. J'aurais proposé peut-être de lui laisser 7 ou 14 sur les 114, ce qui aurait été en termes de bug bounty, vu qu'il rendrait le reste, quelque chose de tout à fait honorable, voire même déjà un seul million sur 114, ça serait complètement fou, d'autant plus que son identité a été révélée. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est pas lui qui s'est autodox pour le coup, et voilà, il a envie apparemment d'avancer dans le bon sens, donc c'est une chose louable, et le but c'est d'arranger tout le monde et que tout le monde puisse récupérer son argent. Ensuite, ça permet au protocole en tant que tel, à Mongo, de vraiment step up au niveau de sa sécurité. Et lui, c'est un peu, si vous voulez, comme s'il y avait eu un bug bounty, sauf que, voilà, au début, il partait pas du bon côté de la chose. Comme d'habitude, j'irai pas dire oui, les white hats, les grey hats, les black hats, etc. Il y a des personnes qui font ce qu'ils font sur Internet, qui essaient de temps en temps justement de débusquer les choses. Parfois, ça peut aussi, pour avoir regardé un peu comment se déroule ce genre de chasse au trésor entre guillemets, puis je sais pas si on peut le qualifier ainsi, en tout cas cette chasse au bug, c'est vrai que parfois il peut y avoir des personnes pavées de bonnes intentions mais qui vont devoir enfreindre bon nombre de règles pour arriver à leur but. J'ai déjà vu même des protocoles s'auto-hacker au moment où ils ont découvert des failles pour pouvoir protéger des fonds. Je sais plus de quel côté c'était peut-être Kyber Network à l'époque qui avait préservé comme ça des centaines de millions en s'étant auto-piratés et en ayant vampirisé par leurs propres failles les fonds. Ils les ont fait remonter ensuite au bon endroit et derrière tout le monde avait salué l'initiative. Donc c'est jamais tout blanc ou tout noir quand il y a un hack effectivement. Quand la personne comme ça dans un premier temps prend tous les fonds, ça part déjà pas très bien, on va pas se le cacher. Si derrière il est d'accord pour rendre la quasi-totalité, c'est encore mieux. Et là par contre je suis d'accord du fait qu'on lui donne un petit quelque chose parce qu'il a quand même prouvé que voilà il y avait une faille majeure et ensuite en général ça finit par s'arranger. Donc je sais pas ce que vous en pensez vous, est-ce que vous pensez que les personnes comme ça qui découvrent des failles et qui parfois le font pas de la bonne façon dans un premier temps, est-ce qu'il faudrait les punir comme un grand délinquant, les mettre en prison et tout leur reprendre et leur couper la lumière, ou est-ce que voilà vous êtes plus mitigé? Personnellement, vu qu'on est dans un domaine d'innovation et d'exploration, à chaque fois qu'il y a un truc comme ça, quand c'est un véritable escroc, un scammer qui part avec
avec la caisse qui est un rug pull ou des trucs complètement atroces comme on a pu le voir, que ça soit en français ou à l'étranger, là voilà, ça mérite effectivement que la justice passe et tout ce qui va bien. Mais quand il y a des histoires comme ça où ils arrivent à trouver un consensus, là ça me paraît complètement tiré par les cheveux de lui laisser 50 millions. Je comprends pas à quel moment ils se sont dit qu'ils allaient lui laisser quasiment la moitié de la somme. Mais bref, il y a toujours une zone où l'on peut discuter, si je puis dire, par rapport à tout ça. Et c'est vrai que c'est très difficile. Quand on voit les opinions sans arrêt qui sont complètement dans l'invective et bien tranchées, notamment du côté de Twitter une fois de plus, de faire entendre raison à certaines personnes. Will Clement, donc, il nous parlait toujours pareil des volumes autour des zones de volatilité. C'est exactement le même graphique que je viens de vous partager à l'instant. J'ai une très bonne nouvelle pour ceux qui avaient été floués du côté des swaps de Rabi. Ça représente à peu près 200 000 $ d'après leur dire ici et ils vont tout prendre en considération, c'est-à-dire rembourser eux-mêmes les fonds. Vous avez un petit doc Google Spreadsheet à remplir si vous êtes impacté. Donc j'espère que la personne de notre Discord qui avait perdu quelques tokens OP verra cette émission. On passera peut-être une alerte tout à l'heure sur le général ou quoi en Everyone et pour lui permettre voilà, de récupérer ses fonds puisque Rabi pour le coup n'a pas botté en touche et sont là pour leur public. Donc encore un bon point pour des banques et pour Rabi avec un Y, wallet qui s'utilise que sur navigateur et pas sur l'Android ou Google Play Store où vous allez choper la plus grosse merde qui passe. Donc faites attention à vous comme d'habitude parce que c'est vraiment ça, Android et Play Store et machin. Enfin, à chaque fois qu'il y a une giga merde d'une personne qui télécharge un truc chelou, ça se passe sur les stores Android ou Google ou Play Store ou machin. On pourra dire ce qu'on veut, mais jusqu'à présent, Apple et iOS, du côté de leur store et du côté du fait qu'ils soient très cloisonnés, très fermés, pour le coup, ça apporte quand même une certaine sécurité. Mais je me doute bien que petit à petit, ça fait la part belle des pirates qui vont vouloir s'attaquer de front également aux utilisateurs qui sont comme ça avec des appareils Apple. Donc, méfiance comme d'habitude sur absolument tout ce que vous pouvez utiliser ou pratiquer d'un point de vue justement de votre hygiène numérique. On avait Fala qui avait pris quasi 200% sur Kraken, donc on avait un petit résumé de Gator Corp sur Twitter, je vous invite à le consulter ici. Il nous faisait un petit comparatif avec les autres smart contracts. Donc est-ce que Fala du côté de Polkadot est en train de retrouver sa santé? En tout cas, ça a permis au reste de rebondir. Il y avait Astar, je crois qu'il y avait Kusama, et il y en avait un petit troisième ou quatrième qui a rebondi en même temps dans l'écosystème Polkadot dans la foulée, donc voilà. Il y a un vote du côté de la gouvernance de AAV. Si vous avez des AAV, n'hésitez pas à aller voter. Donc c'était Marc qui nous poussait ça. On en rediscutera un peu plus dans le détail ce soir. Les volumes des top 7 DEX, donc c'était les échangeurs décentralisés. Toujours Uniswap qui caracole en tête de liste avec 1,21 milliard. C'était le 14 octobre, donc c'était il y a 3 jours. Moins 14% du côté de Curve qui nous fait 190 millions. Dodo 181 millions. Pancake 178, Balancer 61 millions, Sushi pas loin de 53 et enfin Jupiter Aggregator 49 millions à plus 172%. C'est en train de monter du côté de Solana. Attention, ça peut être que temporaire. On a Antoine Dupont, donc joueur au stade toulousain de rugby qui nous présente Oval ou Ovalie, je ne sais pas si on dit en anglais ou en français. En tout cas, on sera amené lors d'une mention sponsorisée à en rediscuter un peu plus dans le détail puisque ce projet a tout simplement pour ambition de devenir le Sorare du rugby. Donc c'est suivi derrière par la Ligue. Ça a été validé par la LNR, si je dis pas de bêtises, Ligue nationale du rugby. On en discute un peu plus dans le détail dans les prochains jours. Et déjà, vous avez dû voir passer des articles sur Journal du Coin, sur Cryptost. Ça a été traité très largement et je vous en dirai plus dans les prochains jours. Et on finira au niveau des infos avec Cryptost et Tether, je sais jamais comment le dire, Teaser, enfin bref. Il y a les personnes prophonétiques qui vont m'envoyer 8 tartines dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire, je crois que c'est Teaser ou Tether, je sais jamais. Pour faire simple, c'est la boîte qui émet derrière USDT. Ils étaient main dans la main, notamment avec Bitfinex pendant longtemps, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Et ils annoncent qu'ils ne détiennent plus aucune part de papiers commerciaux dans les réserves servant à assurer le stablecoin, et ce au profit de titres du Trésor américain. Donc c'est un peu ce sur quoi est backé aussi USDC à ce jour. Et en ce moment, les bons du Trésor américain, selon la
durée, puisque c'est 2 ans, 5 ans, 10 ans et tout ça, ils peuvent rapporter du 5, 6, voire 8%, ce qui fait que l'autre fois, j'ai vu une personne faire le calcul directement et pousser ça sur Twitter en disant que ça rapportait des dizaines de millions par mois à ces entités, à Tether et USDC Circle, et donc un peu par corollaire Coinbase et tout ce qu'il y a derrière, puisque voilà, c'est malgré tout une liquidité qui est sur le marché, qui représente du dollar qui n'a eu de cesse de s'apprécier depuis tout ce temps. Donc en plus, ils se sont pris contre les autres devises un delta positif, et contre l'euro, on en est à plus de 20% désormais sur un an et demi. Et là, la bonne nouvelle pour USDT, c'est que petit à petit, on en faisait un bien mauvais candidat ces dernières années à dire oui, un jour ça va fail, ils n'ont pas assez d'argent de côté, qui back bien un pour un, et voilà, on avait un peu ce doute d'une certaine réserve fractionnaire, et là, à ce jour, ils prouvent au travers du temps, avec des audits, et je crois qu'ils avaient quand même pas mal ouvert leur compte quand il y avait eu notamment des dépôts de, je sais pas si c'était plaintes ou des enquêtes aux États-Unis, et ils sont toujours là, et on a USDC qui est en train à son tour de commencer un peu à reculer, au profit aussi de BUSD. Donc vous voyez que le marché est loin d'être bête et que les forces en présence sont en train de s'équilibrer. L'analyse technique, je vais aller très vite puisque ça n'a pas bougé. Par contre, on a clôturé, comme on le voit ici, une fois de plus, sous la moyenne mobile 200 pour le crypto total, 886 milliards, 517 milliards statu quo également pour le crypto total des alts. On est bloqué entre moyenne mobile 200 et moyenne mobile 20. On a le Bitcoin en tant que tel qui est toujours très largement sous moyenne mobile 200, sous moyenne mobile 20. C'est quelque chose qui n'était pas arrivé au cycle précédent par rapport à la moyenne mobile 200. On est toujours dans cette contraction, dans ce cluster, et comme je vous le disais, il ne faut pas non plus occulter ça de notre tête. Quand on regarde comme ça en chart inversé, on a clairement un truc qui a envie de pump, c'est-à-dire de descendre à la cave. Donc il vaut mieux partir du principe que oui, on ira à 12 000, 13 000, 15 000 d'ici la fin d'année. Si on a envie d'être serein dans sa tête, au cas où ça arrive, eh bien voilà, on ne sera pas surpris. Plutôt que de se dire, c'est bon, on va latéraliser encore 3 mois, tout va bien se passer, on sera à 30 000 ou 40 000 d'ici la fin de l'année ou début 2023. Je préfère partir sur cette fin d'année, je ne vous le cacherai pas, légèrement pessimiste, quand bien même vous savez à quel point j'ai un biais optimiste au long terme pour les cryptos. Comme ça, pas de surprise au cas où on parte littéralement chercher des targets qui seront assez baissière pour le coup. Le SP500 au niveau du futur à 0,75 en positif ce matin, 3625 points. Là aussi, on verra à la réouverture cet après-midi. Ethereum, c'est le même statu quo que Bitcoin. On surfe littéralement depuis un mois sur la moyenne mobile 200. Il ne se passe plus rien sur le marché crypto, un total désintérêt. En général, c'est là où les bottoms se posent, mais comme je viens de vous le dire, je me méfie énormément de la dernière tirette baissière qui pourrait être celle qui laisse le plus de traces dans les esprits et dans les calbutes. DXY, le dollar autour de 113 points. Toujours pas d'énergie pour pousser des grosses bougies supplémentaires. Les 120 en tête de ligne ici. Si jamais toutefois en bout de course, il venait à les chercher. J'ai pas plus à vous passer ce matin puisque globalement on repasserait sur les alts dont je vous ai parlé au tout début de l'émission avec QNT qui surperforme tout le marché en ce moment, AAV qui nous pousse 5% et quelques autres qui font des performances de 1 ou 2%, donc c'est pas du tout ce qui nous intéresse à court terme. Toujours est-il, je continue d'appliquer le DCA. Ce matin le DCA a été fait, $50 sur Ethereum, $50 sur Bitcoin et on est à peu près à moins 10, moins 11% pour un portefeuille qui a commencé à la mi-mai avec un Bitcoin à 30 000 $. Donc moins de 10% au vu de ce qu'on s'est traversé. Je suis plutôt content de mon DCA, je suis plutôt content de vous l'avoir proposé et petit à petit on fera l'update une fois par mois. Et en tout cas pour le BLX hier c'était 19 264 en hebdo. On est sur la pente glissante. Prenons pour acquis que la fin d'année peut-être ne se passera pas bien, tout en ayant en tête qu'effectivement si tout le monde a peur, c'est probablement l'inverse qui peut se passer avec 25-30 000 là ce coup-ci en termes d'objectifs si on avait un rallye haussier un peu comme celui qu'on avait eu précédemment. Je me prépare à toute éventualité, mais en tout cas, il ne faut pas négliger les deux scénarios puisque d'un côté, on a complètement perdu tout momentum du côté du marché crypto et il faudra quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de force, de vélocité et de fonds qui reviennent pour d'un seul coup renverser cette vapeur qui pourrait là aussi
être pré-spéculé à partir du moment où on aura des chiffres un peu meilleurs qui viendront des États-Unis ou qui petit à petit se désengageraient d'un conflit à haute intensité du côté justement géopolitique comme on le connaît en Europe de l'Est. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent début de semaine et pour ma part je retrouve ce soir autour de 21h avec le retour de Marc et Manu qui sera probablement là aussi. Très bonne journée et à ce soir. Ciao ciao.